Papa a eu un sourire narquois, on l'a vendu pour 850 000 euros. J'ai hurlé, c'est à moi. Il m'a giflé, obéis à tes parents. 24 heures plus tard, 50 appels manqués. Maman sanglotait, la police est là. J'ai murmuré, profitez bien de la prison. Mon père a eu un sourire narquois. Nous l'avons vendu pour 850 000 euros. J'ai hurlé. C'est à moi. Il m'a giflé. Obéis à tes parents. 24 heures plus tard. 50 appels manqués. Maman sanglotait. La police est là. J'ai murmuré, profite bien de la prison. J'ai 35 ans, mais chaque fois que je me tiens au bord des falaises du Finistère, contemplant les eaux grises et tumultueuses de l'océan Atlantique, je me sens hors du temps. Je m'appelle Morgane. Je suis chercheuse en biologie marine, une scientifique qui étudie comment l'océan grignote la Terre, un grain de sable à la fois. Mais si vous demandiez à ma famille, ils vous diraient que je suis juste la fille têtue qui refuse de grandir. Pour eux, je suis une variable dans une équation qui ne s'équilibre jamais tout à fait, une ligne rouge dans le grand livre de leurs attentes sociales. La maison derrière moi n'est pas un manoir. C'est une structure en cèdre burinée par les éléments, qui sent les embruns, les vieux livres de poche et la laine humide. Elle est perchée sur une crête bordant le parc naturel régional, entourée de sapins anciens qui dégoulinent de mousse comme les barbes de vieux sorciers. Pour un promoteur, ce terrain est une mine d'or attendant d'être défrichée, aseptisée et vendue au plus offrant. Pour moi, c'est le seul endroit au monde où je me suis jamais senti en sécurité. Mes grands-parents, Arthur et Jeanne, me l'ont légué spécifiquement à moi. Ils ont sciemment contourné mon père, Gérard, et ma mère, Béatrice. Ils savaient que mes parents voyaient la terre comme une liquidité, pas comme un héritage. Je me souviens du matin où je préparais mes affaires pour ma mission de 18 mois en Normandie. Le brouillard était épais, enroulé autour de la maison comme une couverture protectrice, masquant la lisière des arbres. J'étais près des bassins de marée, vérifiant les niveaux d'eau une dernière fois. Mon grand-père m'y emmenait quand j'avais 7 ans. Il montrait les anémones accrochées aux rochers glissants et disait « Morgane, regarde comme elles tiennent bon. L'océan essaie de les écraser 12 heures par jour, et pourtant elles tiennent bon. » Il m'a appris que l'océan donne, mais qu'il reprend aussi. Il faut respecter la limite. Je suis resté là, laissant la brume froide se déposer sur mon visage, me remémorant le jour où papy Arthur est mort. Il avait saisi ma main avec une poigne étonnamment forte pour un homme mourant. Il m'a tiré près de lui, sa voix rauque. « Ne les laisse pas la voir, Morgane, avait-il chuchoté. Ton père, il ne comprend pas la terre. Il ne comprend que le marché. Promets-le-moi. Ne les laisse pas transformer ça en argent. Je te le promets, avais-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Et je le pensais. Mon téléphone a vibré dans la poche profonde de mon lourd ciré, me tirant de mes souvenirs. J'ai essuyé mes mains pleines de sable humide sur ma chemise en flanelle et j'ai regardé l'écran. C'était ma mère. Le texto disait « Nous sommes à 5 minutes ». Pas de point d'interrogation. Pas de demande pour savoir si c'était le bon moment, juste une notification d'arrivée, comme une alerte météo pour une tempête imminente. J'ai soupiré, le son se perdant dans le rugissement des vagues. Je n'étais pas prête à les affronter. Je n'étais jamais prête. Être le mouton noir de la famille signifiait que je n'étais utile que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ou de quelqu'un à blâmer pour leurs propres échecs. J'ai remonté le sentier boueux jusqu'à la maison, mes bottes faisant un floc-floc dans la terre humide, me préparant mentalement à la conversation à venir. Je me suis arrêté dans le vestibule pour enlever mes bottes, le caoutchouc heurtant lourdement le plancher. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir du couloir. Pas de maquillage, un chignon en désordre, des vêtements pratiques couverts de limon. Ma sœur Chloé s'en serait donnée à cœur joie. Elle traitait chaque réunion de famille comme une séance photo pour un magazine de mode que personne ne lisait. Je suis entré dans la cuisine et j'ai mis la bouilloire à chauffer. La maison était silencieuse, remplie seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise dans le couloir et le sifflement lointain du vent. J'ai regardé la photo encadrée de mes grands-parents sur le manteau de la cheminée. « Donnez-moi de la force », ai-je murmuré dans la pièce vide. J'avais le mauvais pressentiment que cette visite n'était pas purement sociale. Ils savaient que je partais pour 1 an et demi. Ils savaient que la maison serait vide. Et mon père, Gérard, était comme un requin.
Il pouvait sentir l'odeur du sang dans l'eau à des kilomètres à la ronde. Je les ai entendus avant de les voir. Le moteur de la berline de luxe de mon père a peiné en montant l'allée de gravier escarpée. C'était une voiture faite pour l'asphalte lisse des villes et les voituriers, pas pour la côte accidentée et pleine de nids de poules du Finistère. Elle s'est garée à côté de ma Dacia du steak cabossé, brillant comme un scarabée noir et lisse sur fond de forêt sauvage et indomptée. Mon père, Gérard, est sorti le premier. C'était un homme grand, 65 ans, qui portait des costumes italiens même pour des week-ends décontractés. Il a regardé la boue sur ses chaussures vernies avec un dégoût immédiat, sortant un mouchoir en soie de sa poche pour tamponner une particule de saleté qui n'était même pas là. Puis ma mère, Béatrice, est apparue. Elle serrait son sac à main de créateur comme si les arbres allaient essayer de le lui arracher. Elle a regardé autour d'elle nerveusement, ses yeux se dardant vers la lisière de la forêt comme si un sanglier était sur le point de la charger. Enfin, ma sœur Chloé, 28 ans, belle de cette manière soignée et filtrée, en train de faire défiler son téléphone, ignorant complètement la vue majestueuse. Mon Dieu, ça sent le poisson pourri ici, a annoncé Chloé en sortant, ses baskets blanches immaculées s'enfonçant légèrement dans la terre molle. Ça s'appelle la nature, Chloé, ai-je dit, appuyée contre la rambarde du Porsche, croisant les bras pour créer une barrière physique entre nous. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Morgane, a dit mon père, sans me regarder. Il scrutait la ligne du toit. Ses yeux se sont plissés, évaluant la situation. Tu as de la mousse sur les ardoises. Ça va provoquer de la pourriture. Tu dois remplacer tout le toit. Je connais quelqu'un. Ça coûterait probablement 20 000 €, mais il faut le faire pour maintenir la valeur de l'actif. Le toit va très bien, papa. Je l'ai traité l'été dernier, ai-je répondu, gardant ma voix stable. Et c'est une maison, pas un actif. Ça fait bas de gamme, a-t-il marmonné, passant devant moi pour entrer dans la maison sans y être invité, me frôlant l'épaule au passage. À l'intérieur, ils ne se sont pas assis. Ils ont rôdé. C'était comme une invasion. Ma mère a passé un doigt manucuré le long du manteau de la cheminée en pierre, vérifiant la poussière. Elle a grimacé en trouvant, essuyant son doigt sur son pantalon. Chloé est allée directement à la fenêtre, tenant son téléphone en l'air, essayant de trouver du réseau. Mon père arpentait le salon, calculant. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il ne regardait pas ma maison. Il regardait la superficie. Il regardait les liquidités. Puis son téléphone a sonné. Il l'a sorti, a regardé l'écran. Son visage est devenu pâle une fraction de seconde, une lueur de peur brute et authentique que je n'avais jamais vue auparavant, avant qu'il ne se reprenne. Il est allé dans le couloir, baissant la voix. J'ai fait semblant d'arranger des papiers sur la table, mais j'ai tendu l'oreille. L'acoustique de la vieille maison était excellente, portant son murmure jusqu'à moi. Je connais la date, a chuchoté agressivement mon père dans le téléphone. J'ai dit que je l'aurais. Pas la peine d'appeler à la maison. Non, écoutez-moi. Les liquidités arrivent. J'ai juste besoin de quelques semaines. Mon estomac s'est noué. Liquidité. C'était du jargon financier pour argent liquide. Et j'ai juste besoin de quelques semaines était du jargon de joueur pour je suis dans de sales draps. Il a raccroché et est revenu dans la pièce, ajustant sa cravate, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Alors, Morgane, la Normandie, 18 mois. C'est long pour laisser une propriété comme celle-ci à l'abandon. J'ai quelqu'un pour garder la maison, ai-je menti. Et un système de sécurité surveillé. Ce n'est pas suffisant, a coupé mon père, sa voix résonnant dans la petite pièce. Nous devons parler de la réalité. J'ai fait du thé. Il n'en voulait pas, mais ça m'a donné quelque chose à faire avec mes mains pour qu'elles arrêtent de trembler. Nous nous sommes assis autour de la table de la salle à manger, la lourde table en chêne que mon grand-père avait fabriquée à la main 60 ans auparavant. Le bois était marqué et taché, plein d'histoires. Mes parents étaient assis d'un côté, un front uni. J'étais assise seule de l'autre. Nous avons réfléchi, a commencé ma mère, sa voix prenant ce ton doux et tremblant qu'elle utilisait quand elle voulait me manipuler. Avec ton absence si longue, ça nous inquiète. Les taux de criminalité, les squatteurs, les tempêtes d'hiver. Si une canalisation éclate, personne ne le saura pendant des semaines. J'ai une assurance, maman, et des voisins.
Des voisins, a raillé mon père. Tu veux dire la vieille veuve à 1 kilomètre d'ici? Elle voit à peine au-delà de son porche. Il a sorti une brochure brillante de la poche de sa veste. Il l'a fait glisser sur la table. Elle s'est arrêtée juste devant ma tasse de thé. La couverture montrait un couple de personnes âgées souriantes jouant au golf sous un palmier, leur dent d'une blancheur impossible. Le texte disait « Résidence de luxe Le Bel Âge, Sainte-Maxime, Côte d'Azur ». Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en le regardant. Notre avenir, a dit ma mère, tendant la main pour toucher la mienne. Sa peau était froide. Morgane, l'arthrite de ton père s'aggrave. L'air humide de la Bretagne le tue. Nous avons besoin d'un climat sec. Et Chloé, elle a cette merveilleuse opportunité de lancer sa boutique, mais elle a besoin d'investisseurs. Les banques sont difficiles à cause de l'économie. Et vous voulez que je fasse quoi? Ai-je demandé, bien que le nœud dans mon estomac me dise que je connaissais déjà la réponse. Vends la maison, a dit Gérard. Le masque est tombé complètement. J'ai un ami, un promoteur. Il adore cet emplacement. Il est prêt à payer cash. Aujourd'hui. Nous vendons ce taudis, nous achetons l'appartement à Sainte-Maxime, nous finançons l'entreprise de Chloé, et nous mettons une belle somme sur ton compte d'épargne. Tout le monde y gagne. Je ne vends pas, ai-je dit. Ma voix était calme, mais ferme. Ne sois pas égoïste, a lâché Chloé, levant les yeux de son téléphone pour la première fois. Tu vas être en Normandie à regarder des cailloux. Pourquoi as-tu besoin d'une maison en bord de mer? Maman et papa méritent de prendre leur retraite en paix. Tu gardes cet endroit comme un dragon assis sur son or. Ils peuvent prendre leur retraite où ils veulent, ai-je dit en regardant Chloé. Mais pas à mes frais. Papy m'a laissé cette maison. Il m'a fait promettre de la protéger. Il savait que vous la vendriez dès qu'il serait 6 pieds sous terre. Mon père a frappé la table de sa main. Les tasses de thé ont tremblé. Arthur était un vieil imbécile sénile. Il ne comprenait rien à la finance. Regarde-toi, Morgane. Tu as 35 ans, célibataire, gagnant des clopinettes en tant que chercheuse. Tu t'accroches à un navire qui coule. J'essaie de te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, papa. J'ai besoin que tu respectes ma décision. La réponse est non. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. Mon père s'est levé, son visage virant à une nuance de rouge qui jurait avec sa cravate coûteuse. Il s'est penché sur moi, son eau de Cologne submergeant l'odeur de la mer. Tu as toujours été une enfant ingrate. Nous t'avons tout donné. Des écoles privées, une voiture quand tu as eu 18 ans, et c'est comme ça que tu nous remercies? En laissant tes parents souffrir dans le froid pendant que tu gardes une maison que tu utilises à peine? J'habite ici, papa. C'est ma maison. Et j'ai payé ma propre voiture, si tu te souviens. Tu as loué la BMW pour Chloé. Il m'a regardé avec un venin pur. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me frapper. Puis il s'est brusquement redressé. Il a boutonné sa veste. Très bien, fais comme tu veux. Il a fait un geste à ma mère et à ma sœur. Allons-y. Elle a fait son choix. Ma mère m'a regardé avec des yeux tristes et déçus, son arme la plus redoutable. J'espère juste que tu ne le regretteras pas, Morgane. La famille, c'est tout ce que nous avons. Ils se sont dirigés vers la porte, mais l'atmosphère dans la pièce avait changé. Ce n'était plus seulement de la déception. C'était de la malveillance. Mon père s'est arrêté sur le seuil, la main sur la poignée de porte. Il s'est retourné pour me regarder, et son expression m'a glacé le sang. Ce n'était pas le regard d'un père. C'était le regard d'un homme d'affaires fixant un mauvais investissement. Tu sais, a dit Gérard, sa voix dangereusement basse. Nous avons beaucoup investi en toi, Morgane. Les frais de scolarité, l'appareil dentaire, les colonies de vacances. Nous pensions que tu deviendrais quelqu'un qui pourrait contribuer à l'héritage de cette famille. Je suis une scientifique publiée, papa, ai-je dit. Je contribue au monde. Il a ricané. Un son court et sec. Tu joues avec de la boue. Tu es un investissement qui n'a pas rapporté. Et maintenant que nous avons besoin de toi, que la famille a besoin de toi, tu nous tournes le dos. Je ne vous tourne pas le dos. Je protège ma maison. Ce n'est pas une maison,
a-t-il craché. C'est une ressource, et tu la gaspilles. Il a ouvert la porte, laissant le vent froid s'engouffrer. Ne t'attends pas à ce qu'on te rende visite en Normandie. On sera trop occupé à essayer de survivre pendant que tu joues les ermites. Ils sont partis. Je les ai regardés s'en aller, debout dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que les feux arrière de la berline disparaissent au détour du virage. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline pure. J'avais l'impression de sortir d'une bagarre à poings nus. J'ai fermé la porte à clé. Puis je l'ai verrouillée. J'ai appuyé mon front contre le bois frais et j'ai respiré. Liquidité. Le mot résonnait dans mon esprit. Il avait besoin d'argent, vite. Et il venait de réaliser que sa source de cash la plus facile, ma maison, était verrouillée. Gérard n'était pas du genre à accepter un non. Il considérait un non comme une tactique de négociation. Il reviendrait. Ou pire, il ne reviendrait pas. Il ferait quelque chose de sournois. J'ai regardé mon salon. Mes livres, le fauteuil de mon grand-père, ma vie. Ils ne prendront pas ça, ai-je dit à voix haute. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. J'avais 48 heures avant mon vol. Je devais fortifier le château. J'ai conduit jusqu'en ville, mon esprit tournant à plein régime. La petite ville côtière était calme, les touristes partis depuis longtemps. Je me suis garé devant le magasin d'électronique, ressentant un sentiment d'urgence qui frisait la paranoïa. J'ai acheté 4 caméras de sécurité haut de gamme, de petits cubes noirs qui pouvaient être facilement cachés. J'ai acheté des batteries supplémentaires, un répéteur Wi-Fi et un routeur mobile au cas où ils essaieraient de couper la ligne Internet. Le vendeur m'a regardé avec inquiétude alors que j'empilais les articles sur le comptoir. « Vous attendez des ennuis ?» a-t-il demandé. « Juste des ratons laveurs », ai-je menti. « Des gros. » J'ai passé le reste de l'après-midi et de la soirée à les installer. Je me sentais comme une espionne dans ma propre maison. J'ai percé un trou à l'arrière d'une encyclopédie évidée sur l'étagère et j'y ai niché une caméra. L'objectif regardait à travers la tranche. Celle-ci couvrait tout le salon. J'en ai placé une autre sur le dessus des placards de la cuisine, cachée derrière un vase en céramique décoratif. Celle-là couvrait la porte arrière et la table de la cuisine où les contrats seraient signés. Les caméras extérieures étaient plus compliquées. J'ai dû utiliser une échelle. J'en ai caché une dans l'avant-toit du Porsche, peinte pour correspondre au bois. La dernière, je l'ai placée à l'intérieur d'un vieux nichoir sur le chêne faisant face à l'allée. Je l'ai orientée parfaitement pour capturer les plaques d'immatriculation. Je les ai toutes connectées à un serveur cloud. J'ai configuré des alertes sur mon téléphone. Mouvement détecté. J'ai testé. J'ai marché devant le nichoir. 3 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Une image cristalline de moi, l'air inquiet et fatigué, est apparue sur l'écran. Ça fonctionnait. Je me suis assise par terre dans mon salon, entouré de mèches de perceuse et de sueur. Je me sentais plus en sécurité, mais aussi incroyablement triste. J'avais 35 ans et j'équipais la maison de mon enfance de matériel de surveillance parce que je ne pouvais pas faire confiance à mes propres parents pour ne pas me voler. Ce n'était pas normal. Je le savais. Mais en regardant les fenêtres sombres, en imaginant le visage désespéré de mon père, je savais que c'était nécessaire. Le lendemain matin, mon dernier jour en Bretagne, j'avais un dernier rendez-vous. J'ai conduit jusqu'à Brest pour rencontrer Sylvain. Sylvain était mon plus vieil ami. Nous avions survécu au lycée ensemble, liés par notre statut de paria dans une ville de pêcheurs et de bûcherons. Maintenant, il était un avocat impitoyable spécialisé dans l'immobilier, avec un esprit vif et un faible pour la conservation. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du port. Je me suis glissé dans la banquette en face de lui. Il a regardé mon visage et a froncé les sourcils. « Tu as l'air de revenir de la guerre », a dit Sylvain, faisant signe à la serveuse pour du café. « C'est l'impression que j'ai », ai-je admis. Ils sont venus hier. Ils veulent vendre la maison à un promoteur. Papa a des ennuis, Sylvain. Je l'ai entendu au téléphone. Il doit de l'argent à quelqu'un d'effrayant. Sylvain a hoché la tête sombrement. Ça colle. J'ai entendu des rumeurs. Gérard a été vu au casino du Sud plus souvent que d'habitude et il essaie de mobiliser ses propres actifs, mais les banques le lâchent.
Il est désespéré, ai-je dit. Et il pense qu'il peut me forcer à vendre. Il ne peut pas la vendre légalement, a dit Sylvain, prenant une gorgée de café. L'acte de propriété est à ton nom seul. Je sais, mais s'il falsifie ma signature, s'il trouve un notaire véreux, je serai à 500 km d'ici en Normandie. Sylvain a tapoté ses doigts sur la table. Nous avons besoin d'une pilule empoisonnée. Quelque chose qui rendra le terrain sans valeur pour un promoteur, même s'ils parviennent à tromper une agence immobilière. Il a sorti un dossier de sa mallette. J'ai regardé tes données de recherche. Le macaremoine. Les oiseaux? Ai-je demandé. Oui. Tu as documenté un couple nicheur sur la crête nord, n'est-ce pas? Oui. Depuis 3 ans. Parfait. Sylvain a souri. Nous déposons une mise à jour de la servitude de conservation existante. Nous désignons explicitement la crête nord comme habitat essentiel pour une espèce menacée. Nous le déposons auprès de l'Office français de la biodiversité et des registres du département. Et qu'est-ce que ça fait? Ça gèle tout développement, a expliqué Sylvain. Si un promoteur achète ce terrain, il ne pourra pas couper un seul arbre à moins de 150 mètres de ces nids sans un permis spécial. Et obtenir ce permis prend 5 ans et 1 million d'euros en études d'impact environnemental. En gros, le terrain devient radioactif pour quiconque veut construire un complexe hôtelier. Mais ça protège les oiseaux, ai-je dit, souriant pour la première fois depuis des jours. Exactement. Ça protège les oiseaux et ça te protège. Même si ton père parvient à le vendre, l'acheteur le poursuivra pour fraude dès qu'il réalisera qu'il a acheté une réserve ornithologique au lieu d'un site hôtelier. J'ai signé les papiers là, sur la table graisseuse du café. C'était comme signer une déclaration de guerre, mais aussi une déclaration d'indépendance. Dépose-le, ai-je dit. Rends-le officiel. La Normandie a été un choc. J'ai atterri à Caen et j'ai conduit 3 heures vers le nord jusqu'à la station de recherche. Le paysage était plus rude ici. Des rochers de granit, une eau glaciale et un vent qui semblait avoir des couteaux. La station de recherche était un ensemble de petites cabanes accrochées à un promontoire rocheux. C'était isolé, calme et exactement ce dont j'avais besoin. J'ai rencontré mon équipe le premier soir. Nous étions 3, moi, une géologue nommée Sarah, et un capitaine de bateau local et spécialiste de terrain nommé Léo. Léo avait 32 ans, avec une barbe qui aurait pu poncer du bois et des yeux étonnamment gentils. Il m'a aidé à porter mon équipement dans ma cabane. Tu voyages léger pour 18 mois, a-t-il noté, soulevant mon unique sac de sport. Je suis parti précipitamment, ai-je dit. J'avais besoin de m'échapper. La famille, a-t-il deviné. Quelque chose comme ça. Nous avons rapidement pris une routine. Debout à l'aube. En mer pour mesurer l'érosion des sédiments, se gelant les mains à collecter des échantillons, puis de retour à la station pour entrer les données. C'était un travail épuisant, mais c'était honnête. Léo était une révélation. Il était compétent, calme et profondément respectueux. Nous passions des heures sur le bateau à discuter. Il m'a parlé de sa famille. Ses parents vivaient à 2 villes de là. Il tenait une petite boulangerie. Il y allait dîner tous les dimanches. Tu devrais venir un de ces jours, m'a-t-il proposé alors que nous nettoyions le pont. Maman fait une tarte aux myrtilles qui va changer ta vie. Je ne veux pas déranger, ai-je dit. Ce n'est pas déranger, a-t-il souri. C'est la famille. On passe juste du temps ensemble. Ce n'est rien de spécial. Cela sonnait comme une langue étrangère pour moi. Une famille sans drame, sans exigence, sans valeur d'actif à améliorer. J'ai vérifié mon téléphone constamment pendant les premières semaines. J'ai vérifié les flux des caméras. La maison en Bretagne était vide, grise et silencieuse. Pas de voiture dans l'allée, pas de mouvement à l'intérieur. J'ai commencé à me détendre. Peut-être que j'avais surréagi. Peut-être que mon refus avait réellement fonctionné et que mon père était passé à un autre stratagème. J'avais tort. Environ 1 mois après mon arrivée, le colis est arrivé. C'était une grande boîte emballée dans du papier kraft. Je l'ai ouverte dans la salle commune de la station de recherche. À l'intérieur se trouvait un épais pull en laine tricoté à la main, une boîte de chocolat fin et une carte. La carte disait « Nous pensons à toi dans le froid. Reste bien au chaud.
Bisous, maman et papa. Je l'ai fixé. Ma mère n'avait rien tricoté depuis 1995. Joli pull, a dit Léo en entrant avec une tasse de café. De la part des parents? Ouais, ai-je dit en touchant la laine. Elle était douce. C'est bizarre. Pourquoi bizarre? Ils ne font pas ça. Les cadeaux viennent généralement avec des conditions. Ce soir-là, ma mère a appelé. J'ai hésité avant de répondre, regardant l'écran vibrer. Finalement, j'ai décroché. Tu as reçu le colis, ma chérie? Sa voix était enjouée, vive. Oui, maman. Le pull est magnifique. C'est toi qui l'as fait? Oui. Je prends des cours. Ton père et moi, nous avons fait quelques changements. Il s'est inscrit à un groupe de peinture. Tu y crois? Gérard qui peint des paysages. Elle a ri. Cela semblait presque authentique. Nous voulions juste te dire que nous sommes désolés, Morgane. Pour la dernière visite. Nous étions stressés. Papa était, eh bien, tu sais comment il est avec l'argent. Mais il a réglé ça. Nous voulons juste redevenir une famille. Il a réglé ça, ai-je demandé, le scepticisme se glissant dans ma voix. Le problème de liquidité? Oh, oui. Il a trouvé un investisseur privé pour un de ses autres projets. Tout va bien. Nous voulons juste que tu nous manques. Nous voulons que tu te concentres sur ton travail et que tu ne t'inquiètes pas pour nous. Je voulais la croire. Mon Dieu, je voulais tellement la croire. J'étais seul en Normandie malgré la compagnie de Léo. La petite fille en moi qui voulait juste que sa maman l'aime s'est réveillée. Merci, maman, ai-je dit doucement. Vous me manquez aussi. Nous passerons de temps en temps voir la maison pour toi. D'accord? Juste pour s'assurer que les tuyaux ne gèlent pas. Sans pression, juste pour aider. D'accord, ai-je dit. Merci. J'ai raccroché, me sentant plus légère. Peut-être qu'ils avaient vraiment changé. Peut-être que la peur de presque me perdre les avait réveillés. C'était le début de la campagne. Pendant les 2 mois suivants, ils ont été parfaits. Appels hebdomadaires, petits cadeaux. Chloé a même aimé mes publications sur Instagram. C'était une masterclass en manipulation. La Toussaint est arrivée en novembre. Je n'avais pas les moyens de retourner en Bretagne, et honnêtement, je ne voulais pas risquer de briser la fragile paix avec mes parents. Léo m'a invité chez ses parents. Allez, viens, a-t-il dit. Ça va être bruyant, chaotique, et il y aura trop de nourriture. Tu vas adorer. J'ai accepté. Nous avons conduit jusqu'à la maison de ses parents, un cottage confortable et encombré qui sentait la cannelle et la levure. Sa mère, une petite femme ronde nommée Marthe, m'a serré dans ses bras dès que j'ai franchi la porte. Tu dois être Morgane. Léo ne parle que de toi. Entre, ma pauvre, tu es gelée. Tiens, prends du cidre chaud. Son père, un pêcheur à la retraite avec une poignée de main écrasante, a tapé dans le dos de Léo. Content de te voir, fiston. Le bateau tourne bien. Il tourne super bien, papa. Je me suis assise dans un coin de la cuisine, les observant. Ils se disputaient à propos du football. Ils se taquinaient. Ils riaient, mais il n'y avait pas de tension. Pas de courant sous-jacent de transaction. Quand le père de Léo l'a interrogé sur son travail, il a écouté. Il n'a pas demandé combien d'argent Léo gagnait. Il n'a pas suggéré que Léo devrait trouver un vrai travail. Au dîner, ils ont fait un tour de table pour dire ce pourquoi ils étaient reconnaissants. Je suis reconnaissante pour ce repas, a dit Marthe. Et que Léo ait enfin ramené une fille à la maison qui mange des glucides. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, mais j'avais mal à la poitrine. Quand ce fut le tour de Léo, il a regardé ses parents. Je suis reconnaissant que vous m'ayez aidé avec l'acompte pour le nouveau moteur. Je vous rembourserai la saison prochaine. C'est promis. Ne t'en fais pas pour ça. Son père a fait un geste de la main. C'est un investissement en toi. Tu es notre fils. On est une équipe. On est une équipe. Je me suis excusé et je suis allé aux toilettes. J'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert le robinet pour qu'ils ne m'entendent pas sangloter. J'ai pleuré pour la famille que je n'ai jamais eue.
J'ai pleuré parce que voir à quoi ressemblait une famille saine rendait ma propre réalité insupportable. Mon père ne me voyait pas comme un membre de l'équipe. Il me voyait comme une employée sous-performante. Ma mère ne voulait pas me nourrir. Elle voulait m'utiliser. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges. Réveille-toi, Morgane, ai-je chuchoté à mon reflet. Ne tombe pas dans le panneau du pull. Ne tombe pas dans le panneau des gâteaux. C'est un mensonge. Je me suis lavé le visage et je suis ressorti. Léo m'a jeté un regard inquiet, mais il n'a pas insisté. Il a juste mis une part de tarte devant moi et a serré ma main sous la table. Cette nuit-là, de retour à la station de recherche, je me suis connecté aux caméras de sécurité pour la première fois depuis des semaines. La maison était sombre. Mais en parcourant le journal des événements, j'ai remarqué quelque chose. Il y avait des lacunes. Des moments où les caméras s'étaient déconnectées pendant 1 heure ou 2. J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'hiver normand. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Ce n'étaient pas mes parents. C'était Madame Leclerc, ma voisine de 80 ans en Bretagne. Morgane, ma chère. Sa voix était grésillante, faible. Madame Leclerc. Bonjour. Tout va bien? Eh bien, je ne veux pas déranger, mais je pensais que vous devriez savoir. J'ai vu des gens se promener sur votre crête aujourd'hui. Je sais que vous avez dit que vous étiez parti. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Qui était-il? Je n'ai pas pu voir les visages clairement. Mes yeux ne sont plus ceux qu'ils étaient. Mais il y avait 3 hommes. Ils portaient ces gilets orange vif. Des géomètres, peut-être. Et j'ai vu une voiture noire garée plus bas sur la route, cachée derrière le bosquet de sapins. Elle ressemblait à la voiture de votre père. La voiture de mon père? Je pense. Elle était brillante, elle détonnait. Sont-ils entrés dans la maison? Je ne les ai pas vus entrer. Ils arpentaient sur tout le terrain, montrant des choses du doigt. L'un d'eux avait un trépied. Merci, Madame Leclerc. Vous avez bien fait de m'appeler. J'ai raccroché. J'ai immédiatement ouvert l'application de la caméra. Rien. La caméra de l'allée montrait une route vide. La caméra du Porsche ne montrait rien. Ils s'étaient garés plus bas sur la route. Ils étaient malins. Ils savaient que je pouvais avoir des caméras. Ou du moins, ils étaient prudents. Ils inspectaient le terrain depuis le périmètre, restant hors des zones des détecteurs de mouvement. Le cours de peinture était un mensonge. L'investisseur privé était un mensonge. Ils allaient de l'avant avec la vente. Ils le faisaient juste discrètement, attendant que tout soit prêt avant de frapper. J'ai appelé Sylvain. Ils sont de retour, ai-je dit. Madame Leclerc a vu des géomètres. Je vois, a dit Sylvain. J'ai surveillé les demandes de crédit de ton père. Il est aux abois. Les usuriers de Monaco le serrent de près. Il a jusqu'à la fin de l'année. Ça fait 3 semaines, ai-je dit. Exactement. S'il doit agir, il va agir maintenant. J'ai cessé de dormir. Je gardais mon iPad à côté de mon lit, le flux des caméras ouvert 24 juillet. C'est arrivé 3 nuits plus tard. Il était 2 heures du matin en Bretagne, 2 heures du matin en Normandie. J'étais réveillé, buvant du café, fixant l'écran. Une notification est apparue. Mouvement détecté. Salon. Mon cœur s'est arrêté. J'ai tapoté l'écran. La vision nocturne s'est activée, baignant mon salon dans une lumière verte fantomatique. Un faisceau de lampes de poche a traversé l'obscurité. Une silhouette est entrée dans le cadre. C'était un homme. Il portait des gants et un chapeau, mais je connaissais cette démarche. Je connaissais ses épaules voûtées. C'était Gérard. Il n'a pas cassé de fenêtre. Il n'a pas défoncé la porte. Il est entré directement. Comment? Puis je me suis souvenu. Des années auparavant, quand j'étais à l'université, j'avais donné un double des clés à ma mère pour les urgences. Je les lui avais redemandées après l'enterrement, et elle avait dit qu'elle les avait perdues. Elle ne les avait pas perdues. Elle les avait gardées pendant 10 ans, au cas où. Gérard a marché jusqu'au centre de la pièce.
Il tenait un téléphone à son oreille. Je suis dedans, a-t-il chuchoté. L'audio de la caméra était faible, mais dans le silence de la maison vide, il était audible. Ouais, l'endroit est vide. Un peu poussiéreux, mais ça se nettoie bien. Il s'est approché de la fenêtre, éclairant les murs. Non, elle n'en a aucune idée. Elle se les gèle en Normandie. On est bon. Écoute, dis à l'acheteur qu'on peut conclure vendredi prochain. J'aurai le notaire prêt. Ouais, Bernard est d'accord. Il tamponnera n'importe quoi pour une bouteille de whisky. Bernard. Bernard Morin, le vieil ami de beuverie de mon père. Un juriste radié qui traînait au club de golf avant de se faire prendre pour détournement de fonds. Vendredi, a dit Gérard. Préparez le virement. 850 000. Fait. Il s'est retourné et est sorti, fermant la porte à clé derrière lui. Je suis restée assise dans la cabane sombre, tremblante. Je me sentais violée, pas seulement parce qu'il était entré par effraction, mais à cause de la cruauté désinvolte de ses mots. Elle n'en a aucune idée. Elle se les gèle. Il ne se souciait pas de moi. Il ne s'était jamais soucié de moi. J'étais juste un obstacle à contourner. J'ai enregistré le clip. Je l'ai sauvegardé sur mon téléphone, sur le cloud et je l'ai envoyé par email à Sylvain. Puis j'ai réveillé Léo. Ils l'ont fait, ai-je dit, lui montrant la vidéo. Ils la vendent vendredi prochain. Léo a regardé l'écran, puis moi. Son visage s'est durci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les laisser faire, ai-je dit. Je vais les laisser signer les papiers. Je vais les laisser prendre l'argent. Pourquoi? Parce qu'une tentative de fraude, c'est une tape sur les doigts, ai-je dit, ma voix glaciale. Mais une fraude avérée? Vendre une propriété qu'on ne possède pas pour près d'1 million d'euros. Ça, c'est la prison. J'ai regardé le fantôme de mon père sur l'écran. Tu veux la maison, papa? Ai-je murmuré. Viens la prendre. Ça y est. Le piège est tendu. Mes parents pensent qu'ils ont gagné, mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Si vous aimez cette histoire et voulez voir comment la vengeance se déroule, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Ça nous aide vraiment. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, passons à la deuxième partie, où le couperet tombe enfin. Le soleil s'est levé sur la Manche, peignant le ciel normand de nuances meurtries de violet et d'orange. Mais je n'avais pas dormi. J'étais toujours assise à la petite table en bois de la cabane, la vidéo de mon père entrant par effraction chez moi tournant en boucle sur l'écran de mon ordinateur portable. Léo était assis en face de moi, tenant une tasse de café. Il n'avait pas dit un mot depuis 20 minutes. Il me regardait simplement, me laissant digérer la trahison. Alors, ai-je dit, ma voix rauque à force de silence. Ils le font vendredi prochain. Tu as la preuve, a dit Léo, montrant l'écran. Tu l'as en vidéo en train de commettre une effraction. Tu as l'audio de lui complotant pour commettre une fraude. Appelle les gendarmes, Morgan. Arrête la vente. Si j'appelle les gendarmes maintenant, ai-je dit en regardant la côte gelée, il va trouver une parade. Il dira qu'il vérifiait juste les tuyaux. Il dira que la conversation sur la vente était juste hypothétique. Il dira que Bernard le notaire a fait une erreur. Il s'en sortira. Il s'en sort toujours. Alors, quel est le plan? J'ai besoin qu'il franchisse la ligne, ai-je dit. J'ai besoin qu'il signe l'acte. J'ai besoin qu'il prenne l'argent. Une fois que ce virement arrivera sur son compte, ce ne sera plus un malentendu. Ce sera une escroquerie par virement bancaire. Ce sera un vol qualifié. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Sylvain. Il n'était que 5 heures du matin à Brest, mais il a répondu dès la première sonnerie. J'ai vu la vidéo, a dit Sylvain. Sa voix était sombre. Gérard est plus audacieux que je ne le pensais. On va laisser faire, Sylvain, ai-je dit. On va les laisser marcher jusqu'au bord de la falaise et sauter. D'accord, a dit Sylvain. Si on fait ça, on doit être blindé. On doit savoir exactement qui est impliqué et jusqu'où ça va. Je vais commencer à creuser sur Bernard Morin et ce prêteur privé que ton père a mentionné. Je veux tout, ai-je dit. Je veux savoir qui détient la dette.
Je veux savoir qui sont les promoteurs. Je veux savoir ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner. Considère que c'est fait, a dit Sylvain. Dors un peu, Morgane. Tu as une guerre à mener la semaine prochaine. J'ai raccroché. Je n'ai pas dormi, cependant. J'ai commencé à faire mes valises. À midi, Sylvain m'avait envoyé un dossier. La première cible était Bernard Morin. Je me souvenais de Bernard de mon enfance. C'était un homme au visage rouge qui sentait toujours le gin et les bonbons à l'amande bon marché. Il jouait au golf avec mon père. Je ne savais pas grand-chose de lui à l'époque, si ce n'est qu'il me mettait mal à l'aise. Selon les recherches de Sylvain, la vie de Bernard s'était effondrée il y a 5 ans. Il avait été assistant juridique dans un cabinet de taille moyenne, mais il s'était fait prendre à détourner des fonds de clients pour payer des dettes de poker en ligne. Il a été radié du barreau, licencié et a évité de justesse la prison en dénonçant son patron. Depuis, il dérivait. Pas de travail, pas de licence, mais il avait gardé son tampon de notaire. C'est le maillon faible, a expliqué Sylvain au téléphone alors que je parcourais le casier judiciaire de Bernard. Un tampon de notaire est censé avoir une date d'expiration. Bernard n'a jamais renouvelé le sien parce qu'il ne le pouvait pas. Il utilise un tampon expiré et invalide. Rien que ça rend tout document qu'il touche nul et non avenu. Mais une agence immobilière ne le saura pas à moins de regarder de près. Et si Gérard précipite la conclusion, il pourrait ne pas regarder de près jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc mon père le paie pour falsifier ma signature. Exactement. Bernard reçoit une bouteille de whisky et peut-être quelques centaines d'euros, et ton père obtient un document de procuration qui lui permet de vendre ta maison. C'est pathétique, ai-je dit. C'est criminel, a corrigé Sylvain. Faux et usage de faux. Et la dette ? Ai-je demandé. Pourquoi papa est-il si désespéré ? Ça, a soupiré Sylvain, c'est la partie effrayante. Sylvain a envoyé un deuxième dossier. C'était un rapport de crédit, mais plus approfondi. Il incluait des informations de base de données privées auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès. Ton père perd de l'argent depuis une décennie, a dit Sylvain. La maison à Brest, hypothéquée jusqu'au cou. Les voitures en leasing. La cotisation du club de golf en retard. Mais le vrai problème, c'est un prêt qu'il a contracté il y a 6 mois. Auprès d'une banque ? Non, auprès d'un groupe de prêts privés basé à Monaco appelé Société Financière du Rocher. C'est un nom poli pour des usuriers, Morgane. Ils prêtent de l'argent à des taux d'intérêt élevés aux joueurs qui ont épuisé leur carte de crédit. Combien ? 150 000 euros. Avec les intérêts, c'est maintenant plus proche de 200 000 euros. Et le contrat stipule que c'est dû en totalité le 31 décembre. J'ai regardé le calendrier. Nous étions à la mi-décembre. S'ils ne paient pas, ce ne sont pas le genre de personnes qui vous envoient une lettre de recouvrement, a dit sombrement Sylvain. Ils envoient des gens pour vous briser les genoux. C'est pour ça qu'ils paniquent. Il ne vend pas ta maison pour financer un appartement de retraite. Il la vend pour sauver sa peau. J'ai fixé le chiffre. 150 000 euros. Il les avait perdus au jeu. Probablement sur des paris sportifs, au poker ou sur des actions qu'il ne comprenait pas. Et maintenant, il était prêt à détruire ma vie pour couvrir ses arrières. Il est terrifié, ai-je murmuré. Il devrait l'être, a dit Sylvain. Mais ça ne lui donne pas le droit de voler ton héritage. Non, ai-je convenu. Ça ne lui donne pas ce droit. La dernière pièce du puzzle était l'acheteur. Apex Promotion Côtière. J'ai regardé, a dit Sylvain. Ils sont légitimes dans le sens où ils construisent réellement des choses, mais ce sont des monstres. Ils se spécialisent dans l'achat de propriétés côtières en difficulté, les reclassent et construisent des résidences de luxe à haute densité. Ils se fichent de l'environnement. Ils bétonnent les zones humides. Ils abattent les forêts anciennes. Ils veulent construire une résidence de 50 logements. Je me suis souvenu de ce que mon père avait dit dans la vidéo. 50 logements, a confirmé Sylvain. Ils devraient raser toute la crête nord. Les sapins de ton grand-père, disparus en 1 semaine. Le ruissellement du parking empoisonnerait les bassins de marée en 1 mois. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de la destruction de tout ce que j'aimais.
Il s'agissait d'effacer l'histoire de la Terre. Le prix de vente est de 850 000 €, a dit Sylvain. C'est une offre en espèces. Conclusion rapide. Apex pense faire une bonne affaire parce que le terrain vaut le double s'il est constructible. Ton père vend à bas prix parce qu'il a besoin d'argent rapidement. Mais le terrain n'est pas constructible, ai-je dit, un petit sourire froid se formant sur mes lèvres. N'est-ce pas? Plus maintenant, a dit Sylvain. Tu l'as déposé. Ai-je demandé? Je l'ai déposé ce matin, a dit Sylvain. La mise à jour de la désignation d'habitat essentiel. C'est officiellement enregistré dans la base de données de l'Office français de la biodiversité et au bureau du cadastre du département. L'horodatage est de 9h02. Donc, c'est actif. C'est actif. Depuis ce matin, ta propriété est un sanctuaire protégé pour le macaremoine. Tout développement commercial est strictement interdit. L'agence immobilière le verra-t-elle? S'ils font une recherche approfondie, oui, a dit Sylvain. Mais Apex est pressé. Il se fie à la parole de ton père et au tampon de Bernard. Il pourrait le manquer. Et même s'il ne le manque pas, nous devons nous assurer qu'il ne le voit qu'après avoir viré l'argent. Comment fait-on ça? On prie pour l'incompétence, a dit Sylvain. Et connaissant Bernard Morin, l'incompétence est garantie. Le piège était tendu. Mon père vendait une promesse qu'il ne pouvait pas tenir. Apex achetait un produit qui n'existait pas. Et je tenais le détonateur. Mercredi matin, 2 jours avant la conclusion. J'ai fait mon sac. J'ai dit à Léo que je devais partir. Je viens avec toi, a-t-il dit, debout dans l'embrasure de la porte de ma cabane. Non, ai-je dit. C'est moche, Léo. Je ne veux pas que tu vois ça. J'ai vu des choses moches, a-t-il dit. Je ne te laisserai pas entrer seul dans la fosse aux lions. Ce n'est pas une fosse aux lions, ai-je dit en fermant la fermeture éclair de ma veste. C'est un nid de vipères, et je sais comment les gérer. S'il te plaît, reste ici. Surveille la station. Je reviendrai. Il a hésité, puis a hoché la tête. Appelle-moi tous les jours. Si tu n'appelles pas, je prends un avion. Promis. J'ai conduit jusqu'à Caen. J'ai pris un vol pour Brest. Le vol a semblé durer 1 an. J'étais assise sur le siège du milieu, fixant le dossier devant moi, répétant ce que j'allais dire, répétant comment j'allais regarder ma mère sans pleurer. J'ai atterri à Brest à 22h. Il pleuvait, bien sûr. J'ai loué une berline grise, quelque chose de générique, quelque chose qui ne se remarquerait pas. Je ne voulais pas que mes parents repèrent ma Dacia. J'ai conduit jusqu'à la presqu'île dans le noir. Les routes familières serpentaient à travers la forêt. J'ai dépassé le virage menant à ma maison. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Pas encore. J'ai pris une chambre dans un hôtel Formule 1 dans la ville voisine. La chambre sentait la cigarette froide et le nettoyant au citron. J'ai jeté mon sac sur le lit et je me suis assise. J'ai ouvert l'application de la caméra. La maison était calme, mais je pouvais voir des signes d'activité. Il y avait des empreintes de pas boueuses sur le parquet du couloir. Une tasse de café avait été laissée sur le comptoir de la cuisine. Il se préparait. Je me suis allongé sur le matelas bosselé, entièrement habillé. J'ai fixé le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. Demain, c'était jeudi, le jour de la préparation. Vendredi, c'était l'exécution. Vendredi matin s'est levé avec une lourde brume grise suspendue au-dessus de la presqu'île. C'était le genre de temps qui étouffait les sons, rendant le monde petit et intime. J'ai quitté l'hôtel à 8h. J'ai conduit jusqu'à un ancien chemin forestier à environ 400 mètres de ma propriété. J'ai garé la voiture profondément dans les broussailles et je l'ai couverte d'une bâche, au cas où. J'ai marché à travers les bois. Je connaissais ces sentiers mieux que ma poche. Je me suis déplacé silencieusement, marchant sur la mousse pour étouffer mes pas. J'ai atteint mon point d'observation, un bouquet de fougères épaisses sur une colline surplombant l'allée et l'arrière de la maison. Je me suis installé pour attendre. À 10h, le défilé a commencé. La berline noire de mon père est arrivée la première. Il est sorti, l'air agité. Il arpentait l'allée, parlant au téléphone. Puis ma mère est arrivée dans son SUV, suivie de Chloé.
Ils ont commencé à porter des boîtes de leur voiture à la maison. Ils ne déménageaient pas des choses. Ils mettaient la maison en scène, la rendant présentable. À 11 heures, un camion de déménagement est arrivé. Mon cœur battait à tout rompre. Des déménageurs. 2 hommes en bleu de travail sont sortis. Mon père a montré la maison du doigt. Ils sont entrés. Quelques minutes plus tard, ils sont sortis en portant le fauteuil en cuir de mon grand-père. Le fauteuil dans lequel il s'asseyait tous les soirs pour lire. Le fauteuil qui sentait encore le tabac de sa pipe. Ils ne l'ont pas mis dans le camion. Ils l'ont porté jusqu'à une benne qui avait été livrée plus tôt ce matin-là. Ils l'ont jeté dedans. J'ai eu le souffle coupé, ma main volant vers ma bouche pour étouffer un cri. Des larmes me sont montées aux yeux. Ils jetaient mon histoire. Ils traitaient ma vie comme des ordures à évacuer pour les nouveaux propriétaires. Je voulais courir là-bas. Je voulais leur crier dessus. Mais je me suis retenu. Attends, me suis-je dit. Attends l'argent. Si je les arrêtais maintenant, ils s'excuseraient et réessayeraient plus tard. Il fallait que le crime soit consommé. Je les ai regardés vider mon salon. Mes livres sont allés dans la benne. Mes tapis. Le couvre-lit fait main que ma grand-mère avait cousu. J'ai mémorisé chaque article. Je l'ai ajouté à la liste de ce qu'il me devait. 13 heures. Le promoteur est arrivé. Un énorme SUV argenté s'est garé. 2 hommes et une femme sont sortis. Ils ressemblaient à des requins en costume d'humain, manteau cher, sourires acérés, yeux morts. Puis une fourgonnette déglinguée a cahoté sur l'allée. Bernard Morin, le notaire fantôme. Ils sont tous entrés. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la caméra. Je suis passé à la caméra de la cuisine. Ils se rassemblaient autour de la table en chaîne. Ma table. C'est un magnifique terrain, disait le promoteur principal, Monsieur Chevalier. Nous sommes impatients de commencer les travaux la semaine prochaine. Nous sommes heureux de le transmettre à quelqu'un qui a une vision, a dit mon père, versant du champagne dans des gobelets en plastique. Ma fille, elle l'a juste laissé à l'abandon. Eh bien, à de nouveaux commencements, a dit Chevalier. Ils se sont assis. Bernard Morin a sorti son tampon. Des papiers ont été brassés. Voici l'acte de vente, a dit mon père. Et voici la procuration signée par Morgane. Bernard l'a tamponné. Et le virement? A demandé mon père, sa voix tremblant légèrement. Initié, a dit Chevalier en tapotant sur sa tablette. 850 000 euros. Ça devrait arriver sur votre compte d'un instant à l'autre. J'ai retenu mon souffle. Je fixais l'écran de mon téléphone dans les bois. 2 minutes se sont écoulées. Banalité. Rire. Puis le téléphone de mon père a sonné. Il l'a regardé. Un immense sourire a fendu son visage. Reçu, a-t-il dit. La vente est conclue. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Sylvain. Sylvain, l'alerte bancaire vient de se déclencher. L'argent est là. L'acte est enregistré électroniquement. C'est fait. Le crime est consommé. Je me suis levé. Mes jambes étaient raides, mais ma détermination était de fer. Il est temps d'aller à une fête, ai-je murmuré. Je suis retourné à ma voiture. Je l'ai conduite sur la route principale et j'ai tourné dans mon allée. Je n'ai pas ralenti. J'ai conduit jusqu'au porche, bloquant le SUV du promoteur. Le gravier a crissé bruyamment sous mes pneus. J'ai claqué la portière et j'ai monté les marches. Je pouvais les entendre à l'intérieur. Des acclamations. J'ai franchi la porte d'entrée ouverte. La scène s'est figée. Mon père tenait un gobelet de champagne à mi-chemin de sa bouche. Ma mère riait de quelque chose que Chloé disait. Les promoteurs souriaient. Bernard Morin remettait son tampon dans son sac. Sortez de ma maison, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a tranché la pièce comme un couteau. Ma mère a laissé tomber son gobelet. Le champagne a éclaboussé le parquet. Morgane, a-t-elle haleté. Tu es en Normandie. Surprise, ai-je dit. J'ai regardé les promoteurs. Qui êtes-vous? Je suis Monsieur Chevalier,
a dit l'homme en s'avançant, l'air agacé. Le propriétaire de cette propriété, et vous violez une propriété privée. Vous ne possédez rien, ai-je dit. Et vous, ai-je pointé un doigt tremblant sur mon père, vous êtes un voleur. Le visage de mon père est passé du choc à un violet profond et violent. Qu'est-ce que tu fais ici? A-t-il sifflé. J'habite ici, ai-je dit. Tu as oublié? Nous avons un contrat, a crié Chevalier, agitant un morceau de papier. Signé par votre père, qui détient votre procuration. Je n'ai jamais signé de procuration, ai-je dit, regardant Chevalier dans les yeux. Mon père a falsifié ma signature. Et cet homme, ai-je pointé Bernard, est un juriste radié avec un tampon expiré. Bernard avait l'air sur le point de vomir. Il a attrapé son sac et a commencé à se diriger à petits pas vers la porte. C'est un mensonge, a rugi Gérard. Elle ment. Elle est mentalement instable. Montre-moi la preuve, papa, l'ai-je défié. Montre-moi l'email où j'ai accepté. Montre-moi le texto. Tu as accepté verbalement, a-t-il crié, au téléphone. J'ai des caméras, ai-je dit calmement. J'ai des microphones. Je t'ai en vidéo en train d'entrer par effraction chez moi il y a 3 nuits. Je t'ai en audio en train de planifier le faux. La couleur a quitté le visage de Chevalier. Il a regardé mon père. C'est vrai? Non, bien sûr que non, a hurlé Gérard. Il était maintenant en panique. Les murs se refermaient. Il a marché vers moi, me dominant. Espèce de petite ingrate. Tu es en train de tout gâcher. J'ai fait ça pour la famille, pour ta mère, pour Chloé. Tu l'as fait pour tes dettes de jeu, ai-je dit. 150 000 € à la Société financière du Rocher à Monaco, dû le 31 décembre. C'était le point de rupture. Gérard s'est jeté sur moi. Il n'a pas réfléchi, il a juste réagi. Il a balancé sa main ouverte et a touché ma joue. Le son a résonné dans la pièce vide. La force du coup m'a projeté en arrière contre le cadre de la porte. Ma tête a basculé sur le côté. Ma lèvre s'est fendue instantanément, du sang chaud remplissant ma bouche. Je suis ton père, a-t-il hurlé, les yeux exorbités. Tu m'obéis. Tu fais ce qu'on te dit. Silence. Un silence absolu et terrifié. Ma mère a couvert sa bouche. Chloé a détourné le regard. Les promoteurs semblaient horrifiés. Chevalier a fait un pas en arrière, réalisant qu'il était au milieu d'une scène de violence domestique. J'ai lentement tourné la tête pour le regarder. J'ai touché ma lèvre. J'ai regardé le sang sur mes doigts. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai souri. Un sourire froid et brisé. Tu viens de m'agresser, ai-je murmuré. Merci. Dehors. A-t-il hurlé en me poussant vers la porte. Dehors avant que je te tue. Je pars, ai-je dit. Mais c'est toi qui vas tout perdre. Je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture. J'ai reculé dans l'allée. En partant, j'ai vu Chevalier crier sur mon père. J'ai vu ma mère s'effondrer sur une chaise en sanglotant. C'était fini. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel. Je me suis assise sur le bord du lit, tenant une poche de glace sur ma joue. Ma main tremblait si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. J'ai appelé Sylvain. Tu as entendu? Ai-je demandé. Je l'ai entendu, a dit Sylvain. Sa voix tremblait de rage. J'étais en ligne. J'ai tout enregistré. L'aveu, l'agression. Tu vas bien? Ça va, ai-je dit. Ma lèvre est coupée. Mais ça va. J'appelle la gendarmerie tout de suite, a dit Sylvain. Non, ai-je dit. Attends. Envoie d'abord les emails. Morgane. Envoie-les, Sylvain. Réduis tout en cendres. D'accord, a dit Sylvain. Envoi en cours. Il a appuyé sur envoyer. Email 1 à la gendarmerie. Objet, signalement d'agression, de faux et d'usage de faux, et de vol qualifié. Pièce jointe, vidéo de l'effraction. Audio de la planification du faux. Audio de l'agression. Email 2 au service juridique d'Apex Promotion Côtière.
Objet, notification d'annulation de titres de propriété et de servitude de conservation. Pièce jointe, affidavit de faux, preuve de la radiation de Bernard Morin, et la désignation officielle de l'Office français de la biodiversité prouvant que le terrain était un habitat protégé. Email 3 à la banque. Objet, alerte à la fraude. C'est fait, a dit Sylvain. La bombe est lâchée. J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis allongé sur le lit et j'ai fermé les yeux. J'ai dormi pendant 14 heures. C'était le sommeil du juste. Quand je me suis réveillé le samedi matin, le soleil brillait. C'était presque moqueur. J'ai allumé mon téléphone. Il a vibré sans interruption pendant 5 minutes. 52 appels manqués. 87 SMS. Je les ai parcourus, observant la chronologie de la destruction. Vendredi, 15h30. Chloé, papa panique. Chevalier menace de porter plainte. Règle ça, Morgane. Vendredi, 16h. Maman, Morgane, s'il te plaît, décroche. Papa a des douleurs à la poitrine. La banque a gelé le compte. Vendredi, 17h. Papa, espèce de sale gosse ingrate. Appelle Chevalier. Dis-lui que c'était une erreur. Dis-lui que tu as donné ton accord verbal. Fais-le maintenant. Vendredi, 18h. Papa, je te tuerai si tu ne règles pas ça. Puis le ton a changé. Vendredi, 19h30. Maman, il y a des voitures de gendarmerie dans l'allée. Morgane, qu'est-ce que tu as fait? Vendredi, 20h. Chloé, ils arrêtent papa. Ils lui mettent les menottes. Ils l'emmènent. Morgane. Vendredi, 20h15. Maman, message vocal. Je l'ai écouté. Elle était hystérique. Morgane, ils l'ont emmené. Ils disent que c'est un crime. Ils disent qu'il a volé l'argent. S'il te plaît, ma chérie, dis-leur qu'on est une famille. Dis-leur de ne pas l'emmener. Puis un texto de l'avocat de Chevalier à mon email. Nous annulons le contrat immédiatement. Nous poursuivons votre père pour fraude et fausses déclarations. Nous demanderons des dommages et intérêts maximaux. Je suis resté assise là, buvant un café rassis. J'ai tapé un message. Je l'ai envoyé dans la conversation de groupe avec maman, papa et Chloé. Vous avez vendu ma confiance pour 850 000 euros. Vous avez falsifié mon nom. Vous m'avez frappé au visage. Vous m'avez dit d'obéir. Maintenant, vous payez la note. Profitez bien de la prison. Puis je les ai bloqués. Tous. Les retombées ont été nucléaires. Parce que Sylvain avait envoyé le document de servitude de conservation à Chevalier, Apex a immédiatement réalisé qu'ils avaient été dupés. Même si la vente avait été légale, le terrain ne leur valait rien. Ils ne pouvaient pas construire leur résidence. Ils ont poursuivi mes parents pour fraude, rupture de contrat et dommages et intérêts. Ils voulaient récupérer leurs 850 000 euros, plus les frais de justice. Mais l'argent avait disparu. La banque l'avait gelé, mais les usuriers de Monaco avaient déjà mis une hypothèque sur les actifs de mes parents. La maison à Brest, celle où vivaient mes parents, a été saisie. Ils ont perdu leur voiture. Ils ont perdu leur statut au club de golf. Ils ont perdu leurs amis. Mon père a été accusé d'escroquerie par virement bancaire, de faux et usage de faux, et d'agression. Il a plaidé coupable pour éviter une peine de 10 ans. Il a écopé de 3 ans dans une prison. Ma mère a été inculpée de complicité, mais elle a plaidé l'ignorance. Elle a eu 5 ans de probation et de travaux d'intérêt général, mais elle était sans le sou. Elle a dû emménager dans un studio subventionné par l'État. Chloé, la banque de papa était fermée pour toujours. Elle a dû trouver un travail de serveuse pour payer le loyer d'un appartement en colocation. Elle a essayé de me dénigrer sur les réseaux sociaux, mais les internautes ont trouvé les archives judiciaires. Ils ont vu la vidéo de mon père me frappant. Elle a été réduite au silence par la honte. 6 mois plus tard, en juin, je suis arrivé dans l'allée de la maison sur la presqu'île. La mousse était toujours sur le toit. L'air sentait toujours le sel et le cèdre. Je suis entré. C'était vide. Mes meubles avaient disparu, perdus dans la benne, mais la maison tenait bon.
Je suis sorti sur la terrasse arrière. Léo était là. Il avait pris l'avion depuis la Normandie pour m'aider à emménager. Il était appuyé sur la balustrade, regardant l'océan. Il y a du boulot, a-t-il plaisanté en regardant le salon vide. C'est une maison, l'ai-je corrigé. Je me suis approché de lui et j'ai pris sa main. Il l'a serrée. Tu as eu de ses nouvelles? A demandé Léo, en parlant de mon père. J'ai secoué la tête. Il a envoyé une lettre de prison. M'accusant, disant que j'avais ruiné la famille. C'est lui qui a ruiné la famille, a dit fermement Léo. Toi, tu as juste survécu. J'ai levé les yeux vers la crête nord. À travers mes jumelles, je pouvais voir du mouvement dans les hautes branches des vieux sapins. Les macaremoines. Ils nichaient. Ils étaient en sécurité. La terre était en sécurité. J'avais perdu mes parents. J'avais perdu ma sœur. J'avais perdu l'illusion d'une enfance heureuse. Mais j'avais sauvé la seule chose qui comptait. J'avais sauvé le sanctuaire. Prête à tout recommencer? A demandé Léo. Oui, ai-je dit, prenant une grande bouffée d'air pur et salé. Je suis prête. Voilà, c'est mon histoire. J'ai envoyé mon propre père en prison pour sauver ma maison. Certains disent que je suis allé trop loin. Certains disent que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais moi, je dis que parfois, il faut couper un membre pour sauver le corps.